Alors, pour entamer cet après-midi, nous allons commencer donc par la première table ronde, dont le thème sera les implications managériales de la dématérialisation. Donc, pour animer cette table ronde, nous avons Madame Laurence Malherbe, qui est directrice des affaires juridiques et contentieux de la ville d'Antibes et de la CASA, et qui est vice-présidente de l'ADT INET. À ses côtés, donc, nous avons Anne-Marie Atlan, qui est directeur délégué des systèmes d'information à la direction des systèmes numériques de la Smart City à la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous avons également Madame Raphaëlle Simeoni, qui est directrice générale adjointe des services économie, emploi, formation, innovation et internationale à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons à nouveau Madame Catherine Fage, qui est responsable département transformation, organisation et grands projets au Crédit Agricole. Nous retrouvons également donc Madame Hong Xiapeng, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Rouen. Et enfin, notre dernier intervenant, Monsieur François Thèse, qui est délégué régional adjoint du groupe La Poste en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Merci à tous. C'est vrai que c'est le temps est un petit peu pour commencer à 13h30, c'est un petit peu juste. On a eu à peine une heure de césure, mais ça va bien se passer. Simplement, je vais prendre une petite minute pour vous dire ce que fait l'ADT INET quand même, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se posent la question. L'ADT INET, c'est l'association des anciens élèves du cycle supérieur de management, un autre CSM, mais celui-là qui est dispensé par l'INET, donc qui dépend du CNFPT, qui est à Strasbourg. Donc on est un certain nombre d'anciens élèves de ce cycle. Je sais qu'il y a Patrick l'a fait également. Voilà, c'est un cycle professionnel qui dure une année et qui a pour vocation de permettre à des cadres de collectivités territoriales plutôt de grande importance ou de moyenne importance d'évoluer dans le cadre de leurs fonctions. Donc c'est d'où je vous parle aujourd'hui. Voilà, merci. Donc j'avais prévu un petit tour de table, mais compte tenu du temps, on a 1 heure. Traiter des implications managériales et de la dématérialisation sur 1 heure, c'est très court. On a 5 intervenants qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont déjà commencé à nous en parler ce matin. Donc je vous propose de commencer directement et chaque intervenant qui n'est pas intervenu ce matin prendra juste peut-être 1 minute pour dire d'où il parle également, de manière à ce qu'on comprenne dans quel contexte l'intervention se fait. Alors j'ai structuré mon intervention en 3 parties de manière à ce que chaque intervenant puisse interagir 2 fois. Simplement, voilà, chacun peut aussi interagir à l'intérieur de ce fil conducteur et éventuellement aussi avec des questions de la salle. On en a un certain nombre que j'ai avec moi, qui ont été posées ce matin. Je vais essayer de les poser donc, dans le cadre des interventions qui vont se faire dans le cadre de la table ronde. Alors, sur la première question sur les implications managériales, c'est autour de la posture des managers, la posture des dirigeants. On a la chance d'avoir une directrice générale adjointe de service, donc un dirigeant territorial d'une grosse collectivité. C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un dirigeant territorial, et puis également du point de vue de la recherche, un petit peu comment la recherche traite les questions de posture managériale. Et également, sur cette question, le point de vue de la Poste, du manager nouveau au groupe La Poste, du point de vue avec toutes ces problématiques de dématérialisation. Donc je vous propose dans un premier temps, Madame Peng, quelques éléments de cadrage sur le manager ou comment aujourd'hui les postures managériales évoluent au sein des équipes du fait de la dématérialisation, s'il vous plaît. Oui, merci Laurence. Merci pour cette question intéressante, passionnante, mais c'est une question tellement, je dirais, qui a une sorte d'immensité. Je pense que ce que je vais apporter, c'est vraiment un tout petit morceau, et c'est surtout pour essayer de partager quelques petites pistes de réflexion avec vous, et après nous pourrions continuer à discuter après si vous voulez. Alors, je vais tenter de mettre cette question justement dans le contexte, selon Laurence a dit, dans le contexte de l'évolution digitale. Je dirais que pour commencer à réfléchir à l'évolution éventuelle du management dans ce contexte, peut-être il y a une notion à partir de laquelle on pourrait identifier quelques pistes. Donc, je m'appuie donc sur cette notion de l'équipe.
management, c'est de gérer une équipe avec une taille plus ou moins grande, avec des natures, des compositions parfois plus ou moins différentes. Et ceci dit, je dirais qu'avec l'évolution digitale, cette notion de l'équipe, la nature de l'équipe, cette manière de faire fonctionner l'équipe, probablement devient de plus en plus multiple. Même si, bien entendu, j'entends bien et j'admets également que les principes fondamentaux du management restent probablement des fondamentaux, mais l'équipe évolue. Alors, pour tenter d'identifier l'évolution de cette notion d'équipe, j'ai un peu tenté de m'appuyer sur 3 critères. Premier critère, c'est le principe de constitution d'équipe. Deuxième, c'est la pérennité de l'équipe. Troisième, c'est l'envergure géographique de l'équipe. Maintenant, je croise ces 3 critères. Alors, si je reste sur le principe de constitution d'équipe, avec l'évolution digitale, nous avons bien sûr, c'est le fondamental, des équipes constituées selon les principes de l'organisation, l'organigramme, les liens hiérarchiques, d'accord, les activités définies selon des processus opérationnels, etc. Ensuite, nous avons aussi des équipes constituées selon un principe, qui est plutôt fonctionnel. Ceci, on trouve notamment dans les équipes, que nous disons souvent, des activités transversales dans une organisation. Et puis, avec l'évolution numérique, peut-être parfois on a des notions des équipes un peu plus qui évoluent un peu vers un autre sens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des équipes, qu'on dit des équipes collaboratives. Derrière cette notion de l'équipe collaborative, il y a plusieurs peut-être subtilités. Il y a des équipes collaboratives constituées de manière plus ou moins spontanée, volontaire, au travers des outils numériques, etc. Comme nous avons pu illustrer avec mes chers intervenants de ce matin et puis personnellement aussi moi-même, que nous avons pu identifier ce type de traces de ce type d'équipes. Il y a aussi des équipes de nature collaborative, mais organisées selon un principe organisationnel ou hiérarchique. Donc, juste en regardant ce critère, on voit que l'équipe devient une notion multiple. Ensuite, la pérennité de l'équipe aussi. Nous avons la notion d'équipe qui est définie à long terme. Souvent, ce sont des équipes qui sont constituées selon des principes organisationnels, hiérarchiques. Cela reste fondamental, dominante, et puis tant mieux, c'est ainsi que l'organisation puisse s'organiser. Mais nous avons aussi des équipes, entre guillemets, temporaires, même voire, on pourrait aller pousser plus loin, si on s'appuie sur la notion des équipes plus ou moins virtuelles, même des équipes éphémères. Donc également, si on s'appuie sur l'envergure géographique de l'équipe, pareil, nous pouvons avoir des équipes physiquement réunies dans une même localité, des équipes, bon, certains disent que des équipes virtuelles, ça me fait un peu peur puisqu'on est des humains, on est tous là, mais juste on est un peu éloignés, on n'est pas totalement virtuel. Tout de même, ce terme a été souvent utilisé, notamment dans certains travaux de recherche. Donc il y a des équipes virtuelles. Alors, ce que je pourrais, au travers de ce petit constat sur la notion d'équipe, ce que je voudrais dire, désolée, je suis un peu bavarde, je m'arrête, c'est de dire dans notre formation, en tant qu'enseignant-chercheur, je suis la première personne à me remettre en cause quelque part, en disant en tant qu'enseignant-chercheur en management et gestion, dans notre formation et dans notre recherche, nous avons beaucoup de réflexions, beaucoup de programmes, des beaux outils au travers desquels on essaie de former les managers. Ils sont très à l'aise pour gérer des équipes physiquement réunies. Mais nous avons fourni très peu de réflexions, presque pas d'outils, pour ceux qui sont aujourd'hui de plus en plus doivent traiter et gérer des équipes, soit des équipes physiquement réunies, mais au travers des outils numériques, soit des équipes géographiquement éloignées au travers des outils numériques. Voilà, je crois que je vais laisser passer. Est-ce que vous avez des questions sur cette intervention ? Où on va traiter la question globalement et puis on va faire ensuite. Donc Madame Simeoni, donc là on a parlé de la question de l'impact managérial au niveau des équipes, de ce que ça réinterroge sur la nouvelle façon de travailler, de faire équipe
au sein d'une organisation. La question des pratiques managériales de la dématérialisation interroge aussi les postures du top management, ou comment on intègre ces questions de numérique au sein d'une stratégie plus globale d'une organisation, dans une direction générale. Et quand on a préparé l'intervention, vous avez insisté sur le fait que le numérique ne devait pas être une finalité, qu'il était au service de l'efficacité de l'organisation, que parfois on avait simplifié les procédures avec la dématérialisation, on avait simplifié pour le citoyen, mais qu'il n'y avait pas nécessairement une simplification en interne pour l'organisation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, merci beaucoup. Juste en 2 mots, puisque vous l'avez souhaité tout à l'heure, donc la région, évidemment, vous savez, est une collectivité avec une ampleur territoriale très importante, ce qui fait qu'elle n'a pas forcément les mêmes enjeux, notamment dans la relation à l'usager, comme on dit, ou à l'expérience client, telle qu'elle a été développée ce matin par Madame du Crédit Agricole. C'est une collectivité qui a absorbé beaucoup de compétences ces dernières années, même si récemment on en a retiré une, ce qui est une première historique au sens propre du terme. Voilà, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près 6000 personnes quand même, ce que peu de gens savent en réalité, notamment parce qu'on a quand même une compétence de très grande proximité que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'on a à peu près 4000 agents dans les lycées qui servent au quotidien l'ensemble des lycéens de notre région. Et puis on a des compétences évidemment qui sont beaucoup plus de nature stratégique, de type développement économique, dont je m'occupe notamment. Et puis quelques compétences aussi de proximité en termes de transport qui ont été récemment renforcées. Voilà, donc c'est à la fois une organisation très grande, très centralisée par certains aspects, très déconcentrée par d'autres aspects, notamment par sa présence territoriale, et avec un enjeu stratégique fort pour nous qui est justement de concilier à la fois cette vision stratégique et la territorialisation de nos politiques publiques en faveur de nos clients qui sont de nature très, très différente. Alors, peut-être pour revenir, pour moi, le manager, et en particulier le manager de direction générale, qui n'est pas au contact toujours immédiat et direct de l'ensemble de ces équipes, même si on aimerait bien pouvoir le faire plus. Je pense que notre rôle, c'est d'abord et avant tout de repositionner ce qu'est le numérique et la dématérialisation. Et c'est un outil. Ça n'est pas une finalité. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de nos collaborateurs qui parfois se disent, parce que je pense aussi qu'il y a eu un effet de mode, en tout cas moi je l'analyse comme ça, où finalement tout ce qui était dématérialisé, c'était bien. C'était moderne. Et puis, ce qui n'était pas dématérialisé, ce qui n'était pas numérique, finalement, c'était pas bien. C'était ancien, c'était has-been. Et je dois dire qu'en particulier dans l'administration et pour les managers publics, on a parfois une étiquette où on pense que l'administration n'est pas moderne, alors que je pense qu'elle a réussi à faire des évolutions absolument fulgurantes compte tenu de sa taille et des enjeux qu'elle gère depuis maintenant de très nombreuses années. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est d'abord et avant tout de repositionner le sens stratégique et de repositionner la numérisation et la digitalisation comme un outil. Ça a été d'ailleurs très bien expliqué, j'ai trouvé également par Madame ce matin. On ne fait pas de la numérisation et on ne fait pas de la dématérialisation pour dire qu'on en fait. On en fait parce que c'est au cœur ou pas d'un projet stratégique d'amélioration du service qu'on rend au public. C'est quand même notre vocation, c'est améliorer nos politiques publiques et rendre le meilleur service possible aux usagers. Et parfois, nos collaborateurs pensent à tort qu'on dématérialise parce que les crédits budgétaires sont de moins en moins nombreux et qu'on veut faire de l'efficacité. Vous avez cité également le fait, Madame, que vous aviez repositionné un certain nombre de vos collaborateurs. Donc je pense qu'il y a des discours contre lesquels il faut lutter. Il faut savoir redonner du sens dans une vision stratégique globale, et que si c'est pas au niveau de la direction générale d'une collectivité qu'on le fait, on n'a aucune chance que ça atteigne nos collaborateurs. La question de la diffusion de l'information et de la pédagogie qu'on doit faire, elle est évidemment primordiale. Et je pense que c'est vraiment au niveau de la direction générale qu'on doit porter ce type de discours. Nous, on a mis en place une démarche assez globale qui s'appelle Région Sud 3.0, de modernisation générale de notre administration, avec un volet numérique, mais
ça n'est pas le tout numérique. Et avant de tout dématérialiser, encore faut-il se reposer la question de manière précise pour savoir si nos procédures sont adaptées, et ensuite on les dématérialise, le cas échéant, si c'est plus efficace globalement. Parfois on a eu tendance à faire l'inverse, et à dire je dématérialise sans se reposer les questions amont. Et du coup, on a pu aussi arriver à des problèmes ou à des blocages que subissent nos collaborateurs au quotidien, qui eux sont en charge tout simplement de faire les clics, de trouver la bonne procédure, de répondre à nos usagers, à nos entreprises. Et parfois, on a peut-être pris le sujet par le mauvais bout. Aussi parce qu'on est, me semble-t-il, dans une... Et ça, c'est vraiment aussi à nous de le gérer, dans une contradiction entre la volonté générale de co-construction, on y reviendra sans doute sur les histoires, sur les aspects de design, de politique publique, puisqu'on fait aussi ce genre d'approche. Et cette co-construction, cette notion de design, de travail en équipe, de travail collaboratif, parfois ça prend plus de temps, mais ça produit mieux. Mais il faut accepter que ça prenne un peu plus de temps. Or, aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, dans la demande immédiate et dans la réponse que l'administration se doit d'apporter le plus immédiatement possible, avec sa propre temporalité, qui est évidemment différente de celle d'un groupe bancaire ou de la Poste. Et finalement, cet équilibre, c'est à nous de le trouver, parce qu'on ne peut pas être schizophrène dans ce qu'on demande à nos équipes, d'à la fois prendre le temps de la co-construction du projet stratégique pour une vraie appropriation, et en même temps demander que dans les 15 jours, la nouvelle application qui va tout changer soit opérationnelle. Voilà. Et ça, c'est une contradiction qu'on doit vraiment gérer, me semble-t-il, au niveau de la direction générale. Donc pour moi, c'est vraiment deux aspects de management stratégique extrêmement forts qu'il faut qu'on porte au niveau de la direction générale. Sinon, nos cadres intermédiaires qui font le job quand même au quotidien, ils se sentent perdus et ils ne peuvent pas retrouver les fondamentaux du discours qu'ils doivent développer vis-à-vis de leurs collaborateurs. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que cette vision, si on ne l'a pas nous, je pense que ça ne peut pas fonctionner dans le reste de la collectivité. Voilà. Et vous avez un plan stratégique, vous avez un projet d'entreprise qui intègre, qui est connu jusqu'à l'ensemble des collaborateurs de la région, parce que vous êtes quand même nombreux. Le discours que vous nous tenez ici, si demain on interroge un collaborateur de la région, alors peut-être pas un agent des lycées, encore que, il y en a quand même, ils sont très nombreux à la région. Est-ce qu'il a intégré, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est intégré, ou est-ce que c'est encore au niveau de la direction générale, peut-être des directeurs, mais comment on arrive à faire infuser cette approche qui est effectivement fondamentale, que c'est la direction générale qui impulse et qui positionne bien les enjeux du numérique dans la transformation? C'est une bonne question. Il faudrait faire un sondage. C'est comme ça qu'on révélerait probablement, parfois entre ce qu'on croit et la réalité, il y a une marge. Donc, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui à cette question. Quels sont les résultats aujourd'hui? Si vous interrogez n'importe quel agent de la collectivité, ce qui pourrait vous répondre. Je pense que dans ma DGA, ça devrait aller. Mais on n'est pas 6000. Il y a effectivement ce plan stratégique et cette vision générale sur la modernisation de notre action qui est déclinée, qui a été présentée à plusieurs reprises aux cadres, tous les cadres, y compris les cadres et les encadrants des lycées. Avec des séminaires, et c'est une nouvelle vision. D'ailleurs, c'était la première fois au mois de septembre dernier qu'on réunissait l'ensemble des encadrants de la collectivité, sans séparation entre les agents dits des services et les agents dits des lycées, et dans les régions c'est quand même un grand classique du genre. Donc il y a une vraie volonté en tout cas de communiquer par tous les outils possible et imaginable. Il y a aussi un vrai enjeu qui a été décliné, puisque nous avons récemment changé de locaux. Alors vous allez me dire, un déménagement, bon, c'est un déménagement. Et justement, il a été pris de manière totalement différente. Il a été conçu en se disant comment est-ce que ces nouveaux locaux vont changer nos méthodes de travail. Et notamment, comment est-ce que le numérique va être un outil de meilleur travail en commun dans le cadre de ces nouveaux locaux. Donc on a vraiment eu cette démarche un petit peu globale, d'outillage, de cas d'usage, et on essaie d'être au plus proche de nos collaborateurs. Il est
il est évident que si vous posez la question, il y aura sans doute encore quelques agents qui ne se sont pas complètement appropriés la démarche. Il y a eu aussi une démarche bottom-up, avec en tout cas qui a été réalisée à l'initiative des différents cadres, donc qui a pu être réalisée de manière variée selon les endroits. Et on a essayé, en tout cas au sein de ma direction générale adjointe, dans chacun des services, et donc dans des unités qui représentent une vingtaine d'agents en moyenne, vraiment qu'il y a un travail en proximité avec l'ensemble des agents sur qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, ces nouveaux outils numériques, ces nouveaux locaux, ce nouveau positionnement pour leur travail au quotidien, avec des petits séminaires aussi de service, voilà, des choses finalement assez simples en termes de techniques managériales, mais qui sont quand même fondamentales et qu'il faut à mon avis jamais oublier, malgré tous les outils numériques dont on peut disposer. Voilà. Merci. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Thèse, simplement, on a une question de la salle ce matin sur la problématique, le fantasme peut-être ou pas, de l'impact de la dématérialisation sur la masse salariale et la diminution des effectifs. Alors, c'est une question sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps au niveau de la table ronde, mais est-ce que les uns et les autres, vous souhaitez intervenir pour répondre à cette question maintenant ou après? Parce que je pense que c'est une question importante. On en a parlé tout à l'heure et voilà. En tout cas, nous, on ne le pense pas comme ça. La contrainte budgétaire et les obligations de réduction de la masse salariale, je pense que dans chacune de nos collectivités, on les connaît. Ça dépend d'où on part, mais effectivement, ça fait partie de l'évolution de l'environnement, comme les pure players numériques en matière bancaire, par exemple. Donc, il faut évidemment trouver des systèmes plus efficients pour fournir un service meilleur avec des contraintes budgétaires. Mais par exemple, je ne pense pas que la dématérialisation soit un prétexte à ça, ou en tout cas soit vécu et pensé par les managers comme étant une manière de réduire la masse salariale. Je vais vous donner un exemple que je connais bien parce que c'est au sein de ma DGA. Peu de gens le savent, mais la région a en charge notamment l'agrément et le financement de l'ensemble des organismes de formation paramédicale et de travail social. Ça représente une masse budgétaire d'environ 70 millions d'euros par an. Ça représente 17 000 étudiants. Voilà, c'est une compétence assez méconnue de la région, mais c'est une très grosse compétence. Et on a également la compétence de verser les bourses. Donc les bourses que le Crous peut verser à certains étudiants, que vous connaissez peut-être. Un certain nombre de bourses sont versées par la région pour ces étudiants. Jusqu'à il y a 2 ans, on en était encore à des dossiers papier. Donc je vous laisse imaginer la complexité, les risques de perte. On parlait aussi de la sécurisation juridique des procédures. C'est évidemment très important également pour nous. Et on a fait le choix d'entièrement dématérialiser ce processus et de le garder en interne. On aurait aussi pu passer un marché. On l'a gardé en interne et on a mis en place un portail dématérialisé où tout le monde peut suivre son dossier, déposer ses pièces. Enfin bon, quelque chose qui paraît évident, mais qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Face à ça, évidemment, on a mis aussi en place un nouveau service. On a mis en place une hotline téléphonique qu'on n'avait pas avant. Donc aujourd'hui, vous avez à la région quelqu'un, alors ça tourne, qui de 8h30 jusqu'à 18h peut vous répondre sur votre dossier. Donc on en a profité pour mettre en place un service complémentaire. Et il n'y a pas eu de réduction d'effectifs. Et aujourd'hui, je considère que grâce à cet outil, on a amélioré le service au public parce que désormais, la très grande majorité des bourses sont versées dès le mois de septembre, ce qui pour des étudiants qui ont justement souvent des problèmes de trésorerie, puisque par définition, ils sont boursiers, attendre leur bourse jusqu'au mois de novembre ou au mois de décembre, c'est évidemment extrêmement compliqué. Donc j'estime qu'on a rendu un service énorme à ces étudiants. Deuxièmement, on leur a rendu un service en termes d'accompagnement de leur dossier également complémentaire, puisqu'on a mis en place une hotline qui jusqu'à présent n'existait pas. Donc certes, ils ont l'interface numérique, mais qui facilite globalement leur démarche. Mais si vraiment on est dans un cas particulier, si vraiment ils ne comprennent pas, ils sont accompagnés par une hotline téléphonique et par des agents dont c'est le métier. Donc je pense qu'il y a
il ne faut pas dire que, bien sûr, quand on dématérialise, on envisage des gains de productivité, mais je crois surtout qu'on envisage une amélioration du service. Et l'amélioration du service, elle veut dire peut-être s'organiser autrement, peut-être dématérialiser, mais pas nécessairement avoir une réduction de masse salariale, puisque l'objectif, c'est quand même globalement de faire mieux. Et je crois que ça aussi, c'est important qu'on le dise et qu'on le répète à nos collaborateurs, parce que c'est vrai, tout simplement. Mais parfois, il y a des idées qui circulent, alors il faut mieux le répéter régulièrement. Merci. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un discours positif et un discours qui positionne pas effectivement la dématérialisation avec en face la réduction des effectifs, parce que c'est un discours que parfois on entend au plus haut sommet de l'État ou de nos organisations, et ça brouille un petit peu quand même le travail après des managers qui effectivement sont là pour accompagner la transition numérique. Et si à côté on a la peur de mon métier va disparaître, mon poste va disparaître, c'est beaucoup plus compliqué pour mener la transformation. Donc merci. Je vais passer la parole à Monsieur Thèse, qui vous allez voir également un positionnement sur le manager nouvelle génération. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, j'ose pas dire 4.0 parce que maintenant c'est vraiment pas terrible, mais voilà, le manager à l'heure de la transformation numérique au groupe La Poste, et aussi donc avec une vision extrêmement intéressante, positive et constructive de la transformation des métiers au sein d'un grand groupe comme celui de La Poste. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle François Thèse, je suis délégué régional adjoint du groupe La Poste en région Sud PACA. C'est-à-dire que j'occupe une fonction, on va dire, d'interface et de facilitateur entre La Poste et ses différents métiers d'une part, et tout son environnement externe, les élus, les socioprofessionnels, les services de l'État. Et je roule ma bosse dans cette belle entreprise depuis une bonne trentaine d'années, et donc le témoignage que je voudrais apporter s'inspire aussi de ce que j'ai vécu dans des fonctions opérationnelles occupées précédemment. La Poste a une très très grande chance, c'est que son processus de transformation profonde a commencé avant le numérique. Ce qui fait que le numérique est venu compléter un processus de transformation et n'a pas été un élément plaqué sur une entreprise non réformée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très grande chance, parce que ceux qui prennent le numérique de plein fouet, Kodak, on voit ce que ça devient. Quand on est dans un processus d'évolution, à La Poste, ça a commencé, ça n'avait pas bougé pendant des dizaines d'années, ça a commencé à bouger à la fin des années 80, véritablement. À la fin des années 80, c'est l'époque à laquelle je rentre dans cette maison, c'est une administration d'État, avec 95% de fonctionnaires, des grades, des situations monopolistiques sur la quasi-totalité de ses activités. Aujourd'hui, je vous fais grâce des étapes, parce qu'on ne peut y passer 30 ans, aujourd'hui, c'est une société anonyme à capitaux publics, dont le capital est détenu par l'État et la Caisse des dépôts, avec un pacte d'actionnaires qui est en migration. La Caisse des dépôts sera demain l'actionnaire majoritaire du groupe La Poste, avec donc un statut de société anonyme, et pour autant investi de mission de service public définie par la loi. La transformation a donc commencé, on va dire, 20 ans avant que le numérique ne déferle sur la société. C'est la première chance. La deuxième chance, c'est que les impacts du numérique vont être d'abord vus par les opérateurs de services, que sont ceux qu'on appelait les guichetiers, que par commodité, je vais continuer d'appeler comme ça, même s'ils ont changé de nom, et les facteurs. C'est les premiers à voir que le comportement des clients a changé. D'abord, ils ne sont plus usagers, ils sont clients. Déjà, première chose. Deuxièmement, ils les voient. On a les 3/4 de l'effectif de l'entreprise qui est en contact soit permanent, soit régulier avec des personnes physiques, des vous et moi, qui sont des clients finaux. Donc ils voient les comportements qui changent, et notamment ce comportement qui consiste à moins se servir des services de la Poste. Et ils s'en servent moins parce que le numérique leur permet de se servir moins de la Poste. Voilà. Et de ce fait-là, la grande chance aussi, c'est que si le processus de transformation anté-numérique a été un peu complexe à mettre en œuvre, paradoxalement, le processus de transformation lié au numérique est plus simple, parce qu'il va être remontant, beaucoup porté par la base, beaucoup porté par les facteurs, par les chargés de clientèle, donc nouveau nom des guichetiers, parce qu'ils voient que le comportement a changé. Et du coup, le rôle du manager dans tout ça, c'est quoi? Le rôle de manager, depuis 30 ans, c'est d'accompagner le changement dans la maison, changement organisationnel, changement statutaire, changement de positionnement, changement aussi d'impact
changements liés à l'impact des modifications des lois régissant l'activité postale. Ça s'appelle la fin du monopole. 2011, hein, c'est pas si vieux. C'est un accompagnement du changement. Mais c'est aussi un changement de positionnement. Quand vous êtes manager, responsable hiérarchique d'une équipe de personnes dont la mission première est de respecter des directives liées à l'exercice d'un monopole, votre mission consiste à vérifier que la façon dont les tâches sont exercées sont conformes à la réglementation. Quand la mission de l'opérateur de service est de rendre un service, et de le rendre au contact de la population, et de le rendre avec des moyens nouveaux, mais j'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir sur la relation client qui a profondément changé. Et quand vous êtes en plus sur des managers qui sont devenus des experts de leur métier, parce qu'avant vous aviez ce qu'on appelait un receveur, qui dirigeait un bureau de poste dans lequel vous aviez des guichetiers, des livreurs de colis, des facteurs, ils devaient tout savoir faire. Aujourd'hui, vous avez des managers qui ont des équipes dispersées, disséminées sur un territoire, et qui ne font qu'une seule ou plusieurs activités, mais des activités connexes. Donc vous avez un manager qui est éloigné de ces opérateurs de proximité, qui ont, pour certains, par exemple, ma collègue du courrier basée à Cagnes-sur-Mer gère tous les facteurs jusqu'à Saint-Étienne-de-Tinée, jusqu'à Roquestéron, jusqu'à Lantosque. Donc forcément, on ne les voit pas tous les jours. Donc le rôle de manager d'aujourd'hui, avec la révolution du numérique, avec les changements induits par le numérique, et pas que, puisque tous ces changements s'inscrivent dans un cadre global, c'est quoi? C'est de passer de ce rôle de contrôleur d'opération, de contrôleur de réalisation, de contrôleur de mise en œuvre, à un donneur de sens, parce qu'on change, on bouge, on évolue. Donc premier boulot, pourquoi on fait ça? Dans quel sens on va? 2, un garant de la cohésion, parce que sur un territoire où les personnes sont disséminées, on avance tous dans le même sens. Et 3, un développeur des compétences de ses collaborateurs qui sont devenus des collaborateurs très autonomes. Encore une fois, la chargée de clientèle de Saint-Étienne-de-Tinée ne voit pas très souvent. Alors pour la partie guichet, son chef est à Saint-Martin-du-Var. Pour la partie courrier, le chef des facteurs est à Cagnes-sur-Mer. Ils ne se voient pas tous les jours. Donc le manager aujourd'hui a des collaborateurs qui sont autonomes, cette autonomie étant rendue possible par 1, la distance, 2, les outils dont il dispose. Le chef qui vient dire je vais t'expliquer comment ça marche, c'est fini. Le collaborateur sait tout seul comment ça marche parce qu'il a tout dans l'outil. L'outil qui était le numérique guichet, physique, l'ordinateur, l'outil qui est là maintenant. Tous les opérateurs de la poste, les chargés de clientèle, les facteurs, ils ont ça. Et c'est avec ça qu'ils bossent. Voilà. C'est pas avec des guides officiels, des bulletins, des règlements, etc. Ils bossent avec ça. Le service client est assuré avec ça, y compris dans les bureaux de poste, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est un témoignage fort qui est important, et quand on a préparé la table ronde, c'est vrai que moi ça m'a fait réagir, parce que aujourd'hui c'est un peu les questions qu'on se pose aussi dans les collectivités territoriales, où on s'interroge beaucoup sur notre rôle de manager. Alors on n'est peut-être pas aussi impacté par les questions de distance géographique, on a encore, dans les communes, on a encore nos équipes à proximité très souvent, mais je pense que c'est important d'avoir en tête que nos métiers sont en train de profondément changer. La question de l'autonomie des agents se pose, et c'est vrai que ce témoignage est quand même important pour pouvoir nous fixer une ligne d'horizon vers laquelle on pourrait se diriger collectivement avec nos hiérarchies respectives, avec nos collaborateurs, sur la question de l'autonomie et de la responsabilité des personnes qui aujourd'hui ont en charge l'exécution du service public au quotidien. Merci pour ce témoignage. On reviendra effectivement dans la dernière partie sur la relation de proximité que le numérique bouleverse vraiment au niveau des territoires et du travail au quotidien dans les équipes. Alors la deuxième partie de la table ronde, ça va un petit peu vite, mais c'est pour tenir le rythme et le timing qui nous a été fixé. La deuxième partie, c'est bon, voilà, on s'organise, il y a des pratiques managériales qui changent, avec le numérique on s'adapte, mais la question c'est comment on accompagne le changement, là aussi de manière assez globale, stratégique au niveau des organisations. Et alors là je vais passer la parole à Madame Atlan qui a une expérience très intéressante au niveau de la métropole, parce qu'effectivement c'est une très grosse collectivité qui a un projet de transformation autour du numérique, avec expérience intéressante menée avec l'encadrement, et aussi sur la conduite du changement dans un projet de dématérialisation. Alors peut-être pas sans aller complètement dans la partie technique du projet de dématérialisation, mais
expliquer un petit peu comment ça s'intègre, comment votre mission s'intègre au sein, là aussi, de la direction générale et voilà. Merci. Oui. Donc, on va profiter de notre micro. Bonjour à tous. Je me présente rapidement, donc Anne-Marie Atlan, je suis à la métropole et à la ville de Nice avant depuis 30 ans, donc je suis dans cette administration depuis plus de 30 ans. J'ai vu beaucoup de choses passer, beaucoup d'évolutions numériques, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même au cœur d'une révolution, et avec notre administration générale ça se voit. Dernièrement on est quand même avec un rattachement à une DGA du développement économique, mais aussi rattaché directement au DGS, ce qui montre comment et en quoi le numérique et la direction du numérique est transversale, et en tout cas il y a eu une volonté au sein de notre administration de l'afficher ainsi. C'est vrai que c'est une grosse administration, et tous les services ressources, hein, j'en dis deux mots, sont mutualisés, c'est-à-dire que ce soit la RH, les marchés, la finance et l'informatique, hein, j'en oubliais le juridique, gèrent plusieurs collectivités, et ça c'est pas facile parce que vous parliez d'éloignement tout à l'heure, on est en plein là-dedans. On récupère également des DSP en régie, qui fait que on a besoin de communiquer les données, les mails, enfin on est vraiment ensemble, et ils sont pas forcément à côté de nous, ni en termes de management, ni en termes de tâches. Alors c'est vrai que l'impulsion de l'administration générale, je pense qu'elle a quand même une grande importance. Et dans l'histoire des projets de débat que j'ai pu mener avec Olivier Vernet, qui est ici présent et qui m'a accompagné, mais aussi qui s'est vu dernièrement, nous avons eu l'organisation des séminaires des cadres, hein, qui donc réunit l'ensemble des cadres des 3 administrations, hein, qui représentent environ 13 000 agents, 13 500 agents, donc beaucoup de cadres. La plupart il y a une bonne présence. Et c'est quand même une première, puisqu'avec la DRH, nous avons organisé, hein, on les a aidés à organiser un séminaire orienté sur le numérique. Donc, et dans ce séminaire, il y avait effectivement des tables rondes, pas des tables rondes, mais des ateliers de 30 personnes, où il y avait 2 animateurs RH, 2 animateurs numériques, qui nous a permis de débattre sur certaines questions. Quel sera mon poste de demain ? Quelle est la sécurité liée au numérique? On n'en a pas parlé, mais la digitalisation, la dématérialisation pose quand même de réels problèmes et craintes autour de la sécurité. Et le RGPD. Mais la sécurité, pourquoi on met tant de contraintes et de barrières sur un login et un mot de passe? Pourquoi je dois le changer tous les jours? Pourquoi il faut que je mette des majuscules et des minuscules? Et on a montré au cours de ces séminaires, dans des démonstrateurs, comment on pouvait craquer des mots de passe facilement. Et ça rassure, et ça, c'est les deux, quoi. Alors, c'est vrai que sur ces séminaires... Non, mais figurez-vous que c'était le démonstrateur qui a attiré le plus de personnes. Voilà. Dans ces démonstrateurs, donc sur ces ateliers, quel sera mon environnement de travail de demain? Comment je vois le numérique? Comment réduire le nombre de mails? Comment je travaille avec mon temps? Les mails, on l'a dit encore ce matin. C'est vrai que le numérique, c'est à la fois, ça nous libère de tâches un peu quotidiennes, récurrentes et qui ne sont pas intéressantes. Mais d'un autre côté, on est complètement aliéné et addict de toute cette pratique-là. Donc il faut s'organiser différemment. On a également vu aussi quels seraient les outils de demain par rapport au télétravail. C'est vrai qu'aujourd'hui, et la métropole se positionne sur ce domaine, le télétravail est possible grâce au numérique, grâce à la digitalisation, grâce au mail. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez les smartphones, mais nous, les personnes, elles peuvent travailler de la maison. Et si on n'avait pas les documents dématérialisés, si je dois amener mon bureau à la maison, mais c'est impossible. Donc aujourd'hui, il est vrai que ce sont une nouvelle façon de travailler, et c'est permis grâce au numérique. Alors, pardon, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. C'est ça.
Donc, c'est vrai qu'en tout cas, ces ateliers, d'abord, on a vu des cadres qui étaient motivés, qui avaient envie de faire avancer les choses, et certains avaient des craintes. Alors, ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur de supprimer les bulletins de salaire papier, par exemple? Donc voilà. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une réelle volonté de développer cette culture du numérique, de montrer qu'on peut optimiser son temps, de montrer que le numérique est au cœur de notre administration. Et effectivement, c'est important que l'administration générale en soit bien convaincue pour que les managers puissent on l'a vu ce matin aussi, les tâches. C'est pas, les métiers évoluent. L'administration de la métropole, il y a peut-être plus de 150 métiers. Donc les tâches vont évoluer et les agents vont pouvoir se concentrer sur d'autres tâches que des tâches qui sont faites par un automatisme quelconque. Et en fait, comme un certain nombre de tâches vont quand même les polluer, quand vous avez des validations à faire, vous en avez X, vous l'avez très bien instruit ce matin, des validations à faire toutes les 5 minutes, de congés, de frais de mission, de services faits. Donc ça arrive de tous les côtés. Et il faut répondre vite, sinon on est en difficulté. Et ça, c'est vrai que c'est une réelle difficulté de management. Et ça veut dire que les tâches sur lesquelles je peux me concentrer, où j'apporte réellement une valeur ajoutée, il va falloir que je m'organise pour les faire, mais que j'en fasse peut-être un peu moins ou différemment. Quand je vois qu'il faut peut-être contrôler toutes les délibérations, le cabinet contrôle toutes les délibérations, peut-être qu'il faudrait dire je ne contrôle que les délibérations sensibles, parce que contrôler toutes les délibérations, ça voudrait dire que je passe à côté de problèmes sur les délibérations sensibles. Alors on pourrait très bien organiser les choses, donc c'est un exemple, je ne dis pas que c'est fait, c'est loin de là, mais peut-être organiser les contrôles et faire plutôt des contrôles sur les choses sensibles et moins de contrôles sur des mandats ou des délibérations moins sensibles. Donc en matière de positionnement managérial, c'est vrai qu'il y a une impulsion de l'administration générale et c'est important. Et ce que vous me disiez, c'est que la DEMAT, le projet DEMAT est fléché au niveau de la direction des systèmes d'information. Et ça, je pense que c'est important de le partager parce que ce n'est pas forcément le cas dans nos collectivités au sein des systèmes d'information. Effectivement. Quand on a démarré le programme dématérialisation avec mon partenaire de projet, Olivier Vernet, qui lui est à la direction des affaires financières, directeur des affaires financières, coordinateur des DAF, de toutes les DAF de la métropole. On a voulu, au niveau du projet de dématérialisation, donc de la chaîne comptable, impulser une grosse gouvernance de projet. Donc effectivement, c'était en 2015, avec peu de budget, peu de moyens, donc des forces internes. On a mis le paquet sur une grosse mobilisation d'une équipe projet pluridisciplinaire, la RH, la finance et l'informatique, et avec une grosse gouvernance, c'est-à-dire impliquer le directeur général des services, impliquer l'administrateur des finances, impliquer les DGA concernés, et pour faire avancer le projet. En fait, on avait peu de temps, on s'est réveillé, c'était l'été, il fallait que ça démarre le 1er janvier. Bon, le réglementaire nous a aidés. Il faut savoir que pour la métropole, on était obligé de dématérialiser notre chaîne comptable, donc le 1er janvier 2017, et c'était obligatoire. Donc comme les services géraient les 3 collectivités, on a dit on embarque les 3. Donc pour vous donner quand même des chiffres, c'est 80 à 100 000 factures par an, et c'est 150 000 à 200 000 écritures, dépenses-recettes par an. Donc c'est des gros volumes, c'est 80 000 tiers, des gros volumes, c'est 400 personnes, voire 500 qui gèrent tout ce travail-là, donc c'était une aventure. Donc on s'est réveillé pendant l'été 2016 parce que les choses elles avançaient pas, les décisions pas prises, pas de budget, donc il fallait démarrer le 1er janvier 2017. Donc il a fallu démarrer très vite, et c'est vrai que si je peux donner des conseils de démarrage, une grosse organisation en mode projet, ça c'est sûr. Vous parlez de transversalité, on est en plein dedans. Les équipes, elles étaient pluridisciplinaires, transversales et éphémères.
à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'informatique, nous on est habitués à des équipes éphémères, à des suivis de projets, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manager. Donc, qu'est-ce qui a été important, vu qu'on n'avait que 4-5 mois, c'est de mettre en place les outils. Sans outils, il n'y a pas de démat. Vous montez, vous descendez, il n'y a pas de démat, il n'y a pas de digitalisation sans outils. Et à l'inverse de ce qu'on peut penser, et peut-être je vais faire réagir, on a fait l'inverse que ce que font les autres. C'est-à-dire, on a mis l'outil, on leur a dit c'est comme ça. Parce qu'on n'avait pas le choix. On va s'organiser avec l'outil. Mais on n'avait pas trop le choix. Donc, parce que la contrainte est très forte. Il y a des choix qu'on a fait arbitrer rapidement, parce que quand on s'aperçoit qu'il y avait des circuits de validation sur certains domaines où il y avait 8 validants, ou sur les services faits, il y avait plusieurs signatures, donc à un moment donné, un circuit de workflow, un robot, il est bête. Vous lui dites qu'il fait ça, il fait ça. Si vous lui dites pas, il fait pas. Il remplacera pas l'homme, mais jamais, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on ne s'est pas trop posé de questions. Alors les outils essentiels, c'est effectivement, hormis la gestion de projet qui était chaotique, un parapheur électronique, des certificats numériques, une gestion électronique de documents. Alors c'est quoi la gestion électronique de documents ? Bien grand mot, mais le papier il est sur les bureaux, les documents ils vont dans une GED, ce qu'on appelle une GED. Une GED quand même, quand on a réfléchi, c'était pas si simple que ça. Pourquoi ? On a contraint, on a tout contraint. C'est-à-dire que les comptables devaient numériser les documents, le scanner donc, encore fallait-il les scanner. On parle de photocopie. Photocopier un document, c'est un métier, ça s'apprend. Numériser un document, c'est un autre métier. Je peux vous assurer que les personnes qui numérisent à l'envers, qui numérisent mal, avec le noir, enfin vous voyez rien, c'est pas du boulot. Donc souvent on avait envie de professionnaliser le métier. Ça s'apprend, enfin ça se professionnalise. Donc j'en étais où ? Oui, donc ma GED, effectivement, la gestion électronique des documents, elle est au cœur du système d'information. Si elle ne marche pas aujourd'hui, tout est en panne. Donc il faut la sécuriser. Et on a sécurisé les process qui l'alimentent, c'est-à-dire que la personne, donc elle va scanner, le scanner va entraîner une ossérisation. Si ce n'est pas clair pour tout le monde, c'est de la reconnaissance de caractère. Pourquoi ? Parce que le comptable, quand on a défini ce projet, il nous a dit, nous on ne veut pas d'images. La démat, ce n'est pas des images. On ne peut rien faire avec des images. Donc ossériser, ça veut dire faire en sorte que le document qui passe dans la machine, en PDF, il a toute cette reconnaissance de caractère. Quand je fais un CTRL dans le dos, je trouve. Si effectivement on a la chambre régionale de compte qui va chez le comptable rechercher un document avec un mot, elle ne le trouvera pas si c'est une image. Donc ok, on a dit, ok, d'accord, on fait. Donc on a fait. Ensuite, les documents, ils vont dans la GED. On a décidé, on a pris sur nous que les utilisateurs ne les mettraient pas tout seuls. Ils vont se classer automatiquement. Je n'ai pas le droit de les classer. Je n'ai pas le droit de les nommer. Je propose un hommage et ils ont des listes de nommages. Donc en fait, on a impulsé un hommage contraint et un classement contraint. Déjà que c'est... Avec le papier, on ne sait pas où sont les documents. Donc avec la GED, si on laisse faire tout et n'importe quoi, mais alors je ne vous le dis pas. Même déjà, c'est contraint, c'est encore difficile. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple d'outils. Les outils sont là. Les outils sont là, il faut juste avoir les idées. Et il faut juste avoir les processus. Parce que après, ce qui est difficile, bon, je ne vous parlerai pas des autres outils, c'est pas intéressant. Ce qui est difficile, c'est que quand on arrive effectivement dans les métiers, les process ont changé, donc on les définit avec eux, et les métiers changent, et les métiers évoluent, et on a de nouveaux métiers. Il va falloir contrôler non pas des documents, mais des flux. Les personnes dans les métiers vont vous dire non, mais moi je ne fais pas de l'informatique, parce qu'un flux, ça devient son travail. Et c'est pas de l'informatique, donc je vais appeler à travailler, je vais apprendre à travailler autrement. Et ça, c'est important, et ça corrobore au fait qu'on a dit ce matin, les métiers vont évoluer. Et on va faire peut-être plus de conseils et moins de tâches mécaniques. Les tâches mécaniques, laissons-le à la machine, ils le font très bien. Et les tâches, on va dire, qui impliquent de la valeur ajoutée et de la réflexion, on
on va les faire par la machine. Et ça, c'est pas facile. Ça rentre pas facilement dans la culture des personnes parce que ça effraie, honnêtement, ça effraie. Il faut se réorganiser, il faut changer complètement les méthodes, les méthodologies. Et c'est vrai que quand on les change pas et qu'on juxtapose un système informatique, alors là c'est plus large, sans changer l'organisation, ça pose des difficultés. Merci Madame Atlan. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vais redonner la parole à Madame Simeoni qui a une contrainte horaire. Donc, parce que je pense que c'est intéressant quand on parle d'accompagnement du changement de voir un petit peu l'expérience d'un conseil régional qui est... les régions sont souvent organisées avec des laboratoires en interne pour accompagner les équipes sur leurs projets, pas que numériques, mais notamment. Donc, je vais laisser la parole à Madame Simeoni rapidement, parce que je sais que vous avez une... Oui, je suis vraiment... désolée de cette contrainte. Oui, je voulais rebondir sur deux choses, effectivement. D'abord, vous dire que tout ce processus de modernisation via la dématérialisation ou pas, on l'accompagne au sein de la région de plusieurs outils, des choses assez classiques de type formation des cadres, etc. Mais cette année, par exemple, dans notre cycle de formation des cadres, on a inclus de manière systématique sur chaque volet métier, on a complètement imbriqué le numérique. Donc, on n'a pas fait la formation aux outils numériques, etc. C'est imbriqué avec les enjeux managériaux et les différentes techniques managériales. Pour vous dire que le sujet de la formation a été pensé également sur ces bases. On a aussi en interne un laboratoire d'innovation publique. Alors vous avez présenté votre lab ce matin. C'est un laboratoire qui est placé auprès de ma direction générale, puisque ça s'articule avec l'ensemble de la stratégie régionale qui est la stratégie de Smart Région. Et dans cette stratégie de Smart Région, il y a plein de choses, mais il y a aussi évidemment l'innovation publique au sens large. Et dans l'innovation publique, le numérique, bien entendu. Et donc ce labo, il a vocation à accompagner l'ensemble des agents, l'ensemble des projets, qu'ils soient des projets de politique publique, des projets de transformation interne, etc., pour essayer de donner aux cadres et aux encadrants, aux encadrants d'une part et aux cadre A, cadre B, mais vraiment l'ensemble des catégories, des nouvelles méthodes en fait de construction de projets. Ça inclut bien sûr des nouveaux outils numériques, mais c'est des choses qui sont assez classiques dans le secteur privé, qui le sont quand même un peu moins dans le secteur public, même si de plus en plus de gens s'y mettent. C'est quelque chose qui existe depuis 2 ans à la région, qui travaille en interne et qui accompagne, par exemple, c'est eux qui ont réfléchi à l'ensemble des cas d'usage sur les nouveaux outils numériques. C'est pas le tout de mettre à disposition des outils. Il y a des outils qui restent en plan parce qu'on s'en sert pas, parce qu'on sait pas s'en servir. Et alors une fois qu'on a eu la formation, on sait un peu mieux s'en servir, mais on voit toujours pas pourquoi en fait vraiment on s'en servirait, quoi. On revient à la question du sens sur des enjeux peut-être moins stratégiques, mais de vrais enjeux. Et donc ces cas d'usage, c'est vraiment un outil extrêmement important qu'on met à la disposition de l'ensemble des agents. Voilà, là j'ai une campagne qui va démarrer dans toutes les directions générales adjointes de sensibilisation sur ces cas d'usage, et c'est assez différent de ce qu'on peut faire usuellement. Et c'est aussi un labo qui travaille beaucoup sur le design de politique publique. On en a parlé également ce matin. Cette approche de design, elle est aussi assez innovante parce que parfois, on a tendance, même si alors de temps en temps il faut effectivement y aller un peu à la serpe, mais on a quand même tendance au sein de l'administration parfois à réfléchir pour nous en fait, sur la base des règlements dont vous avez parlé. J'étais très sensible à votre discours. C'est normal, c'est notre job aussi de s'assurer de la sécurité juridique, mais notre job c'est d'abord et avant tout de rendre le service au public. Et ces méthodes de design en termes d'imagination de politique publique, de nouveaux services, elles doivent être au cœur, je pense, de nos réflexions avec les outils numériques, et on a cette cellule en fait en interne à la région qui s'occupe de ça et qui apporte son expertise à tout type de projet. Récemment, on a travaillé sur les futures maisons régionales de santé numériques, les enjeux autour de la télémédecine par exemple, et on y associe un certain nombre d'écoles de la région, et on fait aussi travailler des étudiants. Donc c'est aussi une manière de s'ouvrir en fait sur notre écosystème, de s'ouvrir sur le monde, et on y tient beaucoup. Et tout dernier point que je voulais mentionner également, vous avez beaucoup parlé tous du travail à distance.
C'est un vrai sujet. Je vous l'ai dit, la région, elle est très très large. Alors, certains blocs communaux sont éclatés sur différents sites, mais alors nous, évidemment, par définition, encore plus que d'autres. Et donc, on a travaillé sur deux types de projets. Un projet qui s'est appelé le projet Distance Zéro, et je salue mon collègue de la Maison de la Région des Alpes-Maritimes, qui visait effectivement à mettre en œuvre tout un certain nombre d'outils, mais surtout à les faire utiliser, donc vraiment cette notion d'usage et de travail à distance. Comment mieux travailler à distance, comment ne pas se désincarner tout en utilisant l'outil numérique. Les mails, c'est bien, mais vous l'avez tous fait l'expérience comme moi, vous recevez un mail, vous n'avez pas le ton du mail. Parfois, vous comprenez mal un mail. Et donc, comment conserver finalement cette proximité tout en étant à distance? Comment conserver ce rapport humain tout en étant à distance? Donc, il y avait tout un projet qui a été déployé au sein de la collectivité avec des expériences, évidemment, au départ de type expérimental avec les maisons de la région, également dans le cadre du transfert des transports scolaires qui ont été transférés des départements aux régions, comme vous le savez. Donc, les équipes des départements ont été maintenues dans les territoires. Comment reprendre une politique publique, comment la piloter, comment définir une nouvelle stratégie au niveau régional, tout en ayant des équipes qui sont clairement dans les territoires et qui ont une logique territoriale, une imprégnation territoriale extrêmement forte de l'agent qui va vérifier que le poteau de bus est bien conforme, qu'il a bien son autocollant, etc. Et en même temps, comment conserver donc cette vraie proximité au territoire tout en ayant une politique publique complètement régionale, régionalisée et harmonisée. Et ça, si on n'a pas des outils de gestion du managérial à distance, en particulier quand on intègre des nouveaux agents qui viennent d'une autre collectivité, avec une autre culture, avec d'autres réflexes, avec des outils de gestion différents, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Et je vous en parle d'autant plus facilement que préalablement, je m'occupais des transports et que à la région, et que du coup, on a eu vraiment une approche très très globale de ce sujet-là, en utilisant tous les outils à notre disposition, mais avec d'abord et avant tout une logique managériale d'intégration des agents et une logique de définition de politique publique. Et c'est vraiment ce qui a drivé l'ensemble de notre démarche. Et dernier point, on s'est mis également récemment au télétravail. Il y a eu une première vague d'expérimentation qui a été réalisée avec à peu près une centaine d'agents au sein de la région. Demain, cette expérimentation sera généralisée. Et je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous, c'est d'outiller nos cadres intermédiaires, notamment les chefs de service, pour gérer ce télétravail. Parce que même si on peut se réunir par Skype, même si on a distance zéro dans tous les sens, il y a quand même des techniques managériales très particulières quand on met en place le télétravail. Donc on est en train de faire tout ce retour d'expérience et d'outiller nos cadres. Et je pense que c'est une démarche qui a probablement vocation à s'étendre dans beaucoup de collectivités. Ça repose énormément sur la confiance, qui est un autre mot qui a été cité ce matin dans un autre, mais je pense que c'est tout à fait fondamental. Et là aussi, s'il n'y a pas une impulsion au niveau de la direction générale avec un équilibre entre le télétravail qui permet beaucoup de choses pour la collectivité et pour les agents, et en même temps la préservation de l'esprit d'équipe, donc comment on s'outille pour conserver cet esprit d'équipe, s'il n'y a pas cette impulsion au niveau de la direction générale, les encadrants intermédiaires risquent d'être perdus. Et si vous perdez vos encadrants intermédiaires, vous perdez toute votre chaîne et toute votre capacité à réaliser. Parce que vous pouvez être DGA dans votre bureau, réfléchir à beaucoup de choses. Derrière, il faut que ça se mette en œuvre, et c'est grâce à vos équipes que ça se met en œuvre d'avant tout. Donc il faut toujours réfléchir ces projets en outillant vos équipes, en les accompagnant, parce que pour vous, c'est peut-être très clair. Mais pour eux qui font, c'est parfois beaucoup plus compliqué et ils ont souvent beaucoup de solutions pragmatiques à vous faire remonter. Et ce discours global, pour moi, vraiment, il faut qu'il soit porté au niveau de la direction générale ou équivalent, bien sûr, selon les administrations. Voilà, je suis vraiment plus que désolée, c'était pas prévu, mais j'ai un contretemps. Il faut impérativement que je rejoigne Marseille, et on n'a pas encore fait la téléportation dans la dématérialisation. C'est peut-être pour la prochaine fois, mais voilà, la SNCF m'appelle. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Merci beaucoup, hein, merci.
Alors pour terminer sur la problématique de l'accompagnement du changement et de la transformation des organisations d'un point de vue, on va dire, global, Madame Fache, ce matin, vous avez parlé donc du projet de transformation au niveau du Crédit Agricole. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la façon avec laquelle ça a été géré au niveau de la direction générale, et notamment, là on est dans la même problématique du rattachement de l'accompagnement de la transformation numérique au niveau de la direction générale, parce que les questions se posent dans les collectivités, les questions se posent aussi dans un groupe comme le Crédit Agricole. Oui, c'est ça. Donc, le Crédit Agricole, on en parlait tout à l'heure au moment de la pause déjeuner avec certaines personnes. C'est une entreprise qui est historiquement hyper hiérarchisée, une structure très pyramidale, et où finalement la transversalité, c'est un vœu pieux qui marchait pas du tout. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait des projets de transformation, c'est vrai qu'on avait plutôt une réflexion en se disant, à la base d'une transformation, il y a souvent un outil. Et donc, du coup, partant de ce principe-là, tous les projets de transformation étaient plutôt portés par la direction des systèmes informatiques. Et donc, avec effectivement des projets qui avançaient très bien, et pas de doute à ça. Pour autant, avec une vision, du coup, qui était assez, on va dire, en silo. Et avec une approche qui forcément partait de l'outil et n'avait pas forcément une bonne vision des impacts transverses. Et donc, est-ce qu'on pensait suffisamment aux impacts financiers, aux impacts RH, aux impacts organisationnels? Pas forcément. Et donc là, quand on a voulu, on va dire, créer cette structure, dont j'ai pris la responsabilité l'année dernière, finalement, il a été décidé de la rattacher directement au directeur général. Pourquoi ça? Parce qu'on a un vrai sujet de transversalité, qu'on part du principe que pour relever le défi de ces transformations, la transversalité est un enjeu majeur, c'est une réalité. On se doit de casser ces silos, on doit arriver à favoriser le collectif, je l'ai dit largement ce matin, on se doit de faire participer davantage les acteurs en amont, et pour ça, il faut qu'il y ait une organisation qui ait une vision transverse, et qui du coup n'ait pas de parti pris sur une activité qui soit gérée à tel ou tel endroit. Parce qu'on le sait, quand c'est géré dans une direction chez nous, souvent, on va regarder plutôt ce qui nous concerne directement. Et puis, c'est pas une volonté individuelle, mais on n'a souvent pas le temps de regarder ce qui se passe autour. Et du coup, on réussit pas totalement la transformation. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, dans mon département et mes collaborateurs ont un rôle majeur. C'est d'accompagner à la gestion de projet. On va dire que ça, c'est assez classique, d'impulser et d'être les garants des méthodes collaboratives, ça aussi. Enfin, classique, en tout cas, ça devient classique chez nous, parce que ça fait 2 ans que ça existe. Par contre, ils ont aussi un rôle pour ouvrir sur la transversalité, éclairer sur les impacts transverses, ouvrir aussi sur l'extérieur, pour voir ce qui se fait autour de nous, tout ce qui se passe dans l'écosystème qui gravite autour de nous. Je parlais ce matin des startups, les façons de travailler, mais il faut aussi parler de nous, on est organisé en caisse régionale, il y a des choses qui se font chez nos voisins d'à côté, et ça, c'était pas dans la culture, chez nous, pas du tout. Et donc, c'est aussi notre rôle, et je pense que c'est vraiment majeur pour arriver à réussir ce défi de la transformation. Alors, moi, je reviendrai juste sur une petite chose en disant, on a tendance à penser que quand on fait du collaboratif, c'est plus long. Donc, ça a été exprimé. C'est pas quelque chose que je partage forcément. Alors des fois ça peut être plus long, sauf qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui nous permettent de faire du design thinking en délai court, et surtout avec une exigence de mise en œuvre des actions dans un délai court. Nous, on l'a pris comme ça. Parce que, justement, on avait cet écueil de dire, à chaque fois qu'on fait un truc, on met 3 ans pour le mettre en œuvre, quoi. C'est insupportable, voilà. Mais parce qu'on est un gros bateau, et que, encore une fois, c'est très transverse, c'est très siloté, donc c'est compliqué. Et là, on a aussi cette exigence de dire, on va le mettre en place dans un délai court. Mais pour faire ça, il faut que la direction générale accepte une chose, c'est qu'on ne va pas démarrer un projet tout ficelé où tout marche. On accepte de démarrer un projet en mode test and learn, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on démarre, on regarde ce qui se passe et on corrige. Et ça, c'est un changement fondamental dans nos organisations, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à mettre en marché des choses où tout est pensé, repensé. Donc on passe énormément de temps à penser, à repenser, être sûr qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas oublié. Et ça aussi, c'est un levier majeur. Il faut faire évoluer les mentalités pour se dire, ben non, on va peut-être pas démarrer ou c'est 0 défaut du premier coup, mais c'est pas grave. En tout cas, on avance. Et on avance dans un délai raisonnable, et je pense que ça aussi, c'est important. Voilà.
Madame Atlan, alors c'est vrai que, alors je ne sais pas de combien de temps je me tourne vers les organisateurs, parce qu'on avait encore une petite partie sur la proximité. Je voulais que Monsieur Thèse puisse intervenir sur la question de la relation de proximité qui est induite ou pas par le numérique, et c'est vrai qu'on avait prévu 2 petites interventions de Monsieur Thèse et de Madame Hong. Maintenant, voilà, vous me dites à peu près, on peut encore continuer 10 petites minutes, 5 minutes. Alors, Monsieur Thèse, rapidement, la question de la transformation de l'approche du numérique avec la transformation des métiers. Alors, c'est vrai que quand on a préparé l'atelier, je me suis intéressée à cette question-là par rapport au guichetier, parce que ça résonne aussi sur tous les métiers d'accueil que l'on a dans les collectivités territoriales, mais sur la transformation des métiers liés au numérique dans la proximité avec les usagers. C'est très difficile de faire court sur un sujet aussi passionnant, mais je vais essayer quand même. Je vais revenir sur la distinction que vous faisiez ce matin entre tâche et emploi. Elle est fondamentale. Si on perd ça de vue, on confond tout. Voilà. Dans tous les métiers, il y a plusieurs tâches. Alors je vais très rapidement parler du facteur pour rester ensuite sur le guichetier, devenu chargé de clientèle. Le facteur, c'est globalement 2 métiers. D'abord, il trie, ensuite, il distribue. Jusque-là, ça va, vous suivez. Pour trier, une machine peut le faire. Mais pour autant, pour distribuer, une machine ne peut pas le faire. Et c'est marrant parce que la distribution, c'est le dernier kilomètre, voire le dernier hectomètre, voire le dernier mètre, voire le dernier sourire, ou le premier. Donc la valeur ajoutée du facteur, c'est ce qu'il fait à la fin de son processus de traitement. Entre le début, c'est il trie, la fin, c'est il donne la lettre, ou le colis, ou autre chose. Et paradoxalement, alors bien sûr, socialement, syndicalement, c'était compliqué, parce que oui, il y a eu de la suppression d'emplois, et ça continue, je ne vais pas se raconter d'histoire. La suppression, la diminution des activités physiques de tri en bureau remplacées par du tri fait par les machines fait qu'aujourd'hui, en grande partie, et demain totalement, le métier du facteur ne sera plus que de la distribution, du passage, je préfère dire du passage de proximité. Et du coup, 1, on garde que les choses intéressantes. 2, avec l'outil qui est dans la poche, c'est un bureau de poste ambulant, parce qu'il peut faire sur son smartphone tout ce qu'on peut faire au guichet. Voilà. Et 3, il peut faire des services qu'avant, qui n'étaient pas prévus dans sa fiche de poste, ou quelquefois, il assurait, au-delà de son cadre réglementaire, en rendant service à la population, officiellement gratuitement, mais de fait, il avait un joli pourboire au moment des calendriers, du style portage de médicaments et autres renseignements. Aujourd'hui, c'est intégré dans les missions de la Poste. On vend ça comme une prestation. On vend la veille sociale. On vend la mise en service d'équipements. On vend le pré-conseil pour la transition énergétique des bâtiments. On le fait assurer par les facteurs et on vend ça en prestation à nos clients, et notamment les collectivités locales, mais pas que. Voilà. Donc, le numérique amène un repositionnement sur la tâche qui a le plus de valeur ajoutée pour le facteur, et les facteurs sont ravis parce que ce qu'ils font, c'est la partie la plus, ce qu'ils continuent de faire, c'est la partie la plus intéressante. Sur le guichetier, avant, vous rentrez dans un bureau, vous aviez Danny Boone, hein, d'accord ? Donc, la même file d'attente pour tous. Pour ceux qui ont vécu ça il n'y a pas très longtemps, des belles chaises avec un numéro qui s'affiche, on appelle le numéro 257 au guichet 8. Bon, l'enfer quoi. Vous veniez pour chercher un recommandé, vous attendiez 2 Western Union et une lettre recommandée pour la Nouvelle-Zélande. Passionnant. Là maintenant vous entrez. D'abord, là aussi je vous fais grâce des étapes. Encore que je pourrais revenir rapidement. On avait 2 mondes séparés, les guichetiers d'un côté, les clients de l'autre. On a commencé à rendre visibles les guichetiers en enlevant les vitres. Ça, c'est en sécurisant les processus de transfert de fonds. 2, on a fractionné ensuite ces guichets en plusieurs îlots, mais les guichetiers continuent à recevoir derrière les îlots, et maintenant les guichetiers se déplacent. Ils sont devenus des chargés de clientèle. Parce que leur boulot, c'est de prendre en charge ceux de nos clients qui continuent à venir dans nos bureaux. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de faire, y compris imprimer des timbres de chez soi. On peut imprimer des timbres de chez soi. On n'a plus besoin d'aller en bureau de poste pour acheter un timbre. Mais pour avoir un conseil particulier, c'est j'ai des envois à faire au Canada et je voudrais me renseigner sur le type de colis qui serait plus adapté, ou bien j'ai besoin de renseignements sur les placements de la banque postale et je voudrais parler à quelqu'un pour cela parce que ce que j'ai sur Internet ne me suffit pas. Là, on est sur une nécessité d'un déplacement physique dans un lieu de service où on est pris en charge par des gens
les chargés de clientèle, dont la raison d'être est d'apporter du conseil, d'apporter un interfaçage. Je reviens sur votre intervention tout à l'heure, on a un parcours parallèle et c'est normal. Ce qu'on va trouver, ça va être de l'humain. Il y aura du digital pour le simple, il y aura de l'humain pour le complexe. Voilà. Et quand vous venez dans un bureau de poste, c'est que vous avez un besoin de conseil, et ce conseil il est assuré par les chargés de clientèle. Donc le numérique a écrémé dans l'emploi de chargés de clientèle toutes les tâches simples. Il reste les tâches complexes. Donc le numérique apporte un plus au sens où le chargé de clientèle est repositionné sur son activité de conseil et d'orientation. Il a donc une formation plus approfondie. Le niveau de recrutement, aujourd'hui, c'est du bac+2. Il y a 20 ans, 30 ans de ça, c'était du bac-3. Donc là aussi, ça a changé les choses. Les parcours professionnels ne sont pas les mêmes. La valorisation n'est pas la même. Et la relation est autrement plus sympathique entre un client qui vient obtenir des renseignements sur une opération complexe, de banque, de poste, de téléphonie mobile, de colis, tout ce que vous voulez, et son chargé de clientèle, qu'entre les 17 ou 18 personnes par guichet qui attendaient sagement les uns derrière les autres et qui parlaient en s'égosillant derrière un hygiaphone pour pouvoir acheter un carnet de timbres à 2,80 francs. Voilà, je l'ai fait court, je peux vous en parler pendant 2 heures à votre disposition pour ceux que ça intéresse. Merci. Merci. Je pense que le temps qui nous est imparti est terminé, est écoulé. Madame Peng, c'est vrai, bon, ça sera pour une autre fois, mais c'était intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a des recherches actuellement sur la question de la proximité, nouvelle proximité créée par le numérique, proximité cognitive, proximité culturelle, pas seulement la proximité géographique. Je pense que ce sont des approches qui méritent à elles seules d'être approfondies. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui. C'était peut-être un peu trop ambitieux de vouloir aborder toutes ces questions, mais je pense que c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui s'écrit sur la question de la proximité, des nouveaux enjeux de proximité avec le numérique, parce que ça nous oblige à repenser aussi nos propres postures managériales. Merci pour cette table ronde qui a un petit peu débordé, désolé, mais c'était compliqué avec 5 intervenants qui avaient beaucoup de choses à dire. Voilà.